Bienvenue au podcast de l'ISF. Merci. Bienvenue, Simon. Merci Bienvenue, beaucoup. Simon. Aujourd'hui, il y a un petit peu de changement. On essaie de faire une petite rotation au sein de l'ISF pour que vous appreniez un peu aussi à connaître les membres de l'équipe et pour avoir des voix différentes, des points de vue différents. Donc aujourd'hui, moi, je suis de retour par la force des choses et je suis accompagné de Paul aujourd'hui, que vous allez entendre un peu plus souvent, mais on reviendra là-dessus. Soyez aux aguets sur les postes de l'ISF. Il y a des nouvelles choses qui arriveront. Et un de nos anciens qui nous revient. Donc, encore un épisode où on reparle avec des personnes qui sont passées à travers notre cursus, à la fois à l'ETS et à la fois au sein de notre groupe. Et on va parler de sujets complètement différents cette fois. Donc, bienvenue Simon-Pierre. Comment ça va? Merci, ça va bien. Très heureux d'être ici. ISF, c'est super important pour moi. Je pense que c'est super important aussi pour les gens de l'ETS. Fait que ça me fait toujours plaisir ça, c'est des choses qu'on aime entendre. Yes. Ça, c'est des choses qu'on aime entendre. Donc, on va peut-être commencer par une petite brève introduction. Parle-nous un peu de toi. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as étudié? Quel programme tu étais? Ce genre de choses-là, tu vois. Yes. Moi, je suis un gars qui a grandi à Sherbrooke. OK. Je suis rentré à l'ETS après avoir fait une technique en génie mécanique. Donc, j'ai un background très appliqué, là. Yes, fait que je suis arrivé à l'ETS. Rapidement, j'ai quand même cherché à aller chercher un petit peu plus que juste de l'appliquer. Ouais. Comme j'ai eu 3 ans de technique, j'ai fait des calculs, j'ai fait de la conception, j'ai fabriqué des pièces. Ouais, tu vois quelque chose de différent. Exact. Fait que rapidement, je pense que vous avez eu toute la genèse de comment ISF est arrivé à l'ETS avec Kevin. Mais yes, moi, j'ai rejoint ISF justement parce que je me disais, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai comme connaissance? Ouais. Qu'est-ce que je peux amener de plus? Est-ce que ça peut servir à de quoi de positif? C'était essentiellement ça. Tu sais, moi, j'avais pas envie que je produise des pièces dans une machine shop, comme on appelle. Fait que j'avais envie d'avoir un petit peu un genre d'impact positif. C'est sûr. Yes. C'est sûr. Avoir sa petite pierre à l'édifice, ça fait toujours du bien. Exact. Fait que, at large, de loin, mon background, c'est ça. Donc, baccalauréat en génie mécanique, j'ai rejoint ISF ETS à ses débuts en 2019. Et j'ai eu la chance d'être président pendant 1 an aussi, coprésident avec Jimmy, juste après Kevin. Puis après, a suivi Elliot quelques années après. Là. Ouais, c'est vrai. Yes. OK. Fait que toi, tu as eu la chance de voir à peu près tous les membres de l'ISF depuis à peu près sa création, en fait. Beaucoup. Sa création à l'ETS, je suppose. Ouais, à l'ETS en tant que tel. Exact. Depuis le début, j'ai vu les gens arriver, venir, ceux qui sont restés aussi. J'ai accompagné Elliot, j'accompagne encore de loin, de moins en moins présent, mais je suis toujours curieux, je suis toujours intéressé d'être autour parce que, vous savez voir, ISF, c'est des trucs qui te rejoignent beaucoup dans la vie à l'extérieur aussi. Niveau valeur, en fait, c'est pourquoi tu es dans ISF, c'est pour tes valeurs, fait que ça te quitte pas réellement. Donc, oui, j'ai eu cette opportunité-là, en fait, de suivre la section, puis de voir que ça continue d'évoluer, c'est super intéressant. C'est nice, ça. Ben, là, ça veut dire que depuis, toi, tu as fait ton parcours scolaire. Une fois que tu as fini ta technique, tu es rentré à l'ETS, tu as fait ton bac en génie mécanique. Yep. As-tu fait une maîtrise ou tu t'es arrêté au bac? Puis après ça, tu es arrivé sur le marché de l'emploi, toujours en tant que membre d'ISF, en tant que tel de ISF Canada et non juste de la section de l'ETS. Mais là, comment tu as senti cette transition-là vers le monde de l'emploi en tant que tel? C'est particulier. Tu sais, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais tu fais ton bac, tu as un objectif essentiellement pendant tes études, bac ou maîtrise, puis c'est la fin de tes études. Tu as tout le temps cet objectif-là comme étant, c'est l'atteinte finale, c'est la finalité de la chose. Quand ton bac se termine, quand ta maîtrise se termine, si tu n'as pas déjà quelque chose de placé, là, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de cours. Puis là, il faut que tu fasses des vrais choix. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? C'est toujours facile de t'inscrire à un cours, aller à des cours. Mais quand tu fais un choix de carrière, tu te dis, damn, là, je vais choisir ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Puis c'est pas réellement vrai, là, parce que tu as tout le temps la chance de changer, mais tu as l'impression que cette décision-là est particulièrement difficile. Fait que tu te questionnes beaucoup. Puis, c'est des questions qui sont revenues souvent avec ISF, les projets que j'ai faits. Tu te questionnes toi-même à savoir ce que j'ai fait aux études, ce qui m'intéresse, comment je peux les amener au marché du travail, dans mon emploi tous les jours. Fait quand même beaucoup de questions, je pense. Okay. C'est des questions qui vont, pour moi, qui continuent de se poser à tous les jours. Là. On est en tout le temps, perpétuel changement, évolution et tout, c'est sûr. Exactement. Fait que je dirais que la transition, surtout que je revenais, puis on pourrait y toucher après, mais je revenais de mon
PFE/projet que j'ai fait Ouais, c'est vrai. en Tanzanie. Ouais. Ouais, fait que je suis revenu d'un projet en coopération internationale. J'avais plus de travail à faire, il fallait que je me trouve un nouvel emploi. Ça a quand même amené certaines réflexions assez intéressantes, parfois difficiles de mon côté, mais on apprend de ça, puis on... C'est l'important, c'est l'important. Tu Yes. continues de grandir avec ou avant, après, à travers toutes ces expériences-là. C'est vraiment intéressant. Bon, si j'ai compris ce que tu as dit, ça veut dire que tu conseilles aux étudiants, avant de finir à l'ETS, de se trouver un emploi. C'est difficile quand on finit les études et qu'on n'a pas un emploi sous la main. C'est plus difficile. Pas nécessairement, mais d'être conscient que cette transition-là peut être difficile. Surtout si tu n'es pas nécessairement certain de ce que tu veux faire après. Je pense que c'est normal d'avoir cette... Ce doute-là en tant que tel, Exactement. ouais. Je pense que le doute par rapport à l'emploi va toujours être présent. C'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est super bon. Puis je pense que ça serait bon que les étudiants ou futurs travailleurs soient conscients de cette C'est ça, ouais. difficulté-là. Parce que je pense qu'elle est normale. Elle est même souhaitée parce que ça te permet de déterminer ce que tu veux réellement faire. Ouais. Mais ouais, je pense juste dans les consciences, c'est déjà le premier bon pas vers l'avant. Ouais. C'est un bon point. C'est un bon point. Mais là, revenons-en un peu à tes expériences en tant que tel avec l'ISF, parce que là, on a parlé de quelques petits trucs quand même intéressants dans ton programme au PFE et ces différents trucs-là que tu as fait. Dans ces questionnements-là, puis dans ces doutes, dans ce retour sur toi-même, est-ce que tu sens que il y avait je dirais pas un poids, pas forcément un poids, mais c'est une part d'aide que l'ISF t'a apporté, ou est-ce que tu sens que ça a aussi nourri un peu ces doutes-là pour te dire, ah, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire dans la vie, ou est-ce que c'est vraiment comme ça que j'aimerais s'enligner mes affaires? Est-ce que tu sens que ton parcours à travers l'ISF t'a profondément changé en tant qu'ingénieur? Ah, le parcours SF, 100% m'a profondément changé. Ok. Je pense qu'il influence des deux côtés. Ok. Le bon côté de la chose qui veut que, tu sais, ISF forme des êtres humains plus que fabrique des choses. En fait, c'est ce qu'il fait, forme des êtres humains, surtout à l'ETS. Plusieurs programmes qu'ISF Canada fait pour encourager les entreprises locales à avoir un impact vraiment global partout dans le monde. Mais localement, par exemple à l'ETS, ce qu'on fait majoritairement, c'est se former soi-même. Ouais. On partage des valeurs, on partage des activités, puis entre nous, on devient des meilleurs êtres humains. Fait que je pense que dans toutes les situations sur le marché du travail, ça m'aide. Dans cette transition-là, ça m'aide aussi parce que ça me permet de réaliser que peu importe ce que je fais, je sais que je vais avoir un impact positif ou je vais avoir cette conscience de vouloir faire un impact positif par mon travail. Que mon travail soit en coopération internationale ou pas, je peux poser des actions qui vont être 100% bénéfiques pour ma communauté, pour la société. Fait que d'un côté, c'est sûr que ça amène ce point-là positif. Mhm. Mais de l'autre aussi, tu dis, si j'ai pas un impact direct, si je travaille pas en coopération internationale, j'ai l'impression que je pourrais faire mieux. Je comprends. Fait que c'est ces questions-là que tu te poses. Finis tes études, tu as eu des projets super intéressants ou tu as été dans ISF, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, puis tu veux mettre ça à profit, mais c'est sûr que tu vas regarder certains emplois, tu vas dire, est-ce que ça répond vraiment à ce que je veux faire? Est-ce que ça vient chercher les objectifs que j'ai niveau impact que je veux avoir ou est-ce que ça fait partie d'un domaine dans lequel je veux travailler qui représente mes valeurs aussi? Parce que tu vas forcément être confronté, ton travail va forcément te confronter à tes valeurs. Essentiellement, trouver un travail qui est directement en lien avec tes valeurs, c'est Ouais, c'est toujours compliqué. quasi impossible. Donc, tous les jours dans ton travail, il y a des trucs qui vont te déplaire. Je pense que c'est normal. Tu vas travailler pour certains clients ou certains types d'industries qui ne sont pas nécessairement alignés avec ce que tu souhaites. Mais ça, c'est la réalité de la chose. Donc, c'est de trouver cette place-là, d'être confortable, d'être satisfait, Juste d'avoir une milieu. certaine... Je trouvais un juste Exactement, milieu. c'est le juste milieu. Puis ça, je pense que ça peut prendre du temps à aller chercher. Oui, mais comme tu dis tantôt, si tu veux un emploi, ça veut dire que c'est l'entreprise de quelqu'un d'autre. Donc, du coup, tes valeurs que tu as et ses valeurs à lui ne vont pas forcément correspondre. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais concrètement au quotidien? C'est une excellente question. Je pense que c'est une question qui peut se poser tous les jours de sa vie, mais Non, c'est vrai. Ouais, je pense que a priori, idéalement, ce serait d'essayer de trouver un emploi qui, au moins, vient chercher quelques-unes de tes valeurs. Je pense à certaines personnes, par exemple, qui auraient pu être à formule toute leur vie. Ils se rendent compte que finalement, hey, moi, les voitures à combustible fossile, c'est pas pour moi.
mais j'adore les voitures. Peut-être qu'ils vont se tourner vers peut-être développement de voitures plus électriques, trouver des manières pour produire des batteries de manière écologique. Je pense que c'est toujours de te questionner. Je pense qu'aussi, il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on n'est pas dans une industrie qui est nécessairement vue positivement ou qui correspond 100% à ses valeurs. Je pense qu'il faut, comme être humain, tu sois confortable avec l'impact que tu as, ce que tu fais à tous les jours. Il faut aussi que ton emploi soit, dans les tâches que tu fais, soit motivant, soit challengeant un peu pour toi. Il faut que ce soit, je sais pas comment dire, mais ça te rapporte gratifiant un petit peu. Gratifiant, ça te permet un peu d'élever, pas seulement toi-même, mais comme tu disais tout à l'heure, l'impact que tu voulais avoir. C'est que on a beau penser qu'on est obligé de faire des grandes choses pour avoir un impact positif, mais des fois, c'est simplement la petite pierre à l'édifice qu'on vient rajouter qui stabilise le tout, en fait. C'est le côté un peu plus compliqué à voir, surtout quand tu étudies puis que tu focuses, disons, note. Là, c'est classement par rapport aux autres, côté un peu plus compétitif, mais se voir en tant que, je dirais, genre un gros engrenage dans une machine beaucoup plus grande, des fois, c'est un peu compliqué d'avoir ce recul-là. Oui, mais pour résoudre ça, je pensais à une théorie qui disait que fais juste ce que tu as fait. C'est Martin Luther King qui disait balayer le sol de telle sorte que le jour que tu ne seras plus là, quand tu ne seras plus vivant, les vivants diront que c'est monsieur tel qui balayait la rue ici parce que tu le balayais très bien. Donc, juste pour dire qu'il faut faire ton travail au quotidien, juste ça. Et accepter chaque chose comme elle est au travail, accepter chaque personne comme il est. Quand tu fais ça, je pense que tu vas commencer à devenir le changement que tu veux toi-même. Et je crois que c'est ça le plus important. Parce qu'on passe le temps à vouloir changer le monde, mais en réalité, on ne se change pas soi-même. C'est souvent difficile. Je ne pourrais pas être plus en accord avec ça. C'est vrai. Exact. C'est très beau en plus. Très bien formulé. Très beau, très poétique. Très bien formulé, c'est vrai. Il suffit de se changer soi-même là où on est et les choses vont commencer à démarrer. Je pense que ça peut être un début de solution à ce problème-là. C'est le début et justement, en revenant aux engrenages dans tout le mécanisme, c'est ce que ISF travaille. Je pense que je reviens encore à l'être humain, mais chez ISF, c'est 100% ça. Puis si comme être humain, ensemble, que ce soit ISF, ETS ou ailleurs, on peut s'améliorer les uns les autres. Dans le petit peu de travail qu'on va faire, on va déjà être meilleur. On va toujours à chaque jour progresser, faire quelque chose de mieux. Tu t'améliores pas avec des coups de circuit. C'est sûr. Tu t'améliores petit peu par petit peu. C'est vrai, c'est les moments forts comme les moments difficiles. Et pendant que je pense à ça, pour toi, qu'est-ce que tu dirais qui ont été tes moments les plus marquants ou les moments qui t'ont le plus changé, disons, de ton parcours, que ce soit à la fois à l'ETS comme à ISF, avant même d'arriver sur le marché de l'emploi? C'est sûr qu'après, il va sûrement se passer d'autres trucs sur le marché de l'emploi qui vont te changer fondamentalement comme personne, mais qu'est-ce que tu dirais que toi, dans ton expérience d'étudiant, t'as le plus marqué au point d'amener un changement peut-être dans ta philosophie ou dans ta personne? Je pense de manière chronologique, c'est quand j'ai commencé à faire partie de l'ISF un petit peu. J'ai commencé à prendre un peu plus conscience de notre impact à l'international. C'est moi de rencontrer des gens dans l'ISF qui venaient d'un petit peu partout, pas juste à l'ETS. On avait des retraites, il y avait des gens ailleurs. Je voyais les différents backgrounds de gens. Il y a des sections d'ISF que c'était même pas des ingénieurs. C'est même pas des gens qui étudient en ingénierie. C'est des gens qui pouvaient étudier dans des domaines complètement différents, des gens d'histoire, des gens de santé physique, qui faisaient quand même partie d'Ingénieurs sans frontières. Tu te demandes un peu qu'est-ce qu'ils font ici, mais au contraire, c'est un peu la force d'ISF, c'est justement si tu as des gens qui ont des connaissances, des habiletés particulières dans un domaine que nous, comme ingénieurs, on n'a pas, mais ça fait juste nous rendre meilleurs. Quand on discute, quand on attaque des problèmes qui sont de société, là, on ne fait pas juste parler de construire un pont, ou même parler de construire un pont, ces gens-là doivent être impliqués parce que ça a des impacts ailleurs que juste la structure et le béton. Donc ça m'a comme un peu allumé la première fois sur, OK, c'est pas juste la construction qui compte, mais vraiment le côté social de la chose. Ça a quand même influencé beaucoup mes manières de penser par la suite. Dans les projets que j'ai faits, dans mon PFA en Tanzanie, ça a vraiment comme... beaucoup changé, aider à guider un peu ta trajectoire, si tu dirais. 100%. Je comprends. Ben, là, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, qu'on glisse autour du sujet, donc autant qu'on attaque ça. Parle-nous un peu de ton PFA en Tanzanie.
Yes. Moi, Parce que j'ai eu... moi, j'avais une question avant ça. Ah oui, vas-y, vas-y. Certainement, yes. Mais c'est quand on dit, c'est quoi une étude de faisabilité? C'est quoi? Ouais. Puis ça va justement aller main dans la main avec le projet. Mais je pense que l'étude de faisabilité, c'est dans le mot, ça se dit. Ouais. Est-ce que c'est possible de réaliser quelque chose? De manière très globale, en ingénierie, l'étude de faisabilité, elle est technique. Mhm. Tu veux construire un bâtiment, tu vas faire une étude des sols. Tu vas savoir quelle charge le sol peut supporter, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi la pente de la terre, si on veut. Donc, ça va être des données très, très, très techniques. Mais dans une pensée ISF, tu vas te poser, y a-t-il d'autres choses que des données techniques qu'on peut aller recueillir? Puis c'est là que tu vas te poser la question sur l'acceptabilité sociale, par exemple. Ouais. Est-ce que les communautés veulent ton bâtiment? Est-ce qu'ils veulent le projet? Est-ce qu'il y a des communautés qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne voudraient pas le projet? Puis là, tu te poses beaucoup plus de questions sur c'est quoi les répercussions de construire cette infrastructure-là. Puis c'est un peu ça, l'étude de faisabilité, si on veut. Elle peut Ouais, je prendre comprends. plusieurs formes. Puis là, je ne suis pas un expert en la chose non plus. Là. Non, je comprends. Ça se fait dans n'importe quel projet d'ingénierie. Mhm. Le périmètre de l'étude de faisabilité, donc le Ouais. scope, si on veut, va changer d'une organisation à l'autre. 100%. Mais Puis, comme tu disais, comme tu disais tout à l'heure, avec les impacts et les valeurs, selon ça aussi, ça peut changer complètement qu'est-ce que tu incorpores dans ton étude. Parce que ce qui est très intéressant, qui sont rarement mentionnés, c'est la partie que tu viens de dire sur les personnes qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer sur certains sujets, qui ça m'a arrivent marqué, dans plein ça. milieu d'un projet. Ouais, se Et là, retrouver là. tout à l'heure, tu te retrouves avec des personnes qui sont en train de faire la queue, qui bloquent ton projet parce que ces personnes n'ont pas été prises à l'écoute. Et c'est très important, ce côté humain-là dont tu parles, qui est souvent manquant quand on pense techniquement. Moi, si j'arrive dans un cours, on me dit, voici ce que tu dois réaliser. Moi, je le fais. Hein. Moi, je me pose pas de, je me pose de questions, On je se me pose de pose des problème. questions. C'est ça. Mais est-ce que socialement, c'est acceptable? Est-ce que humainement, c'est acceptable? Ça, c'est une question qu'on se pose rarement, je pense. Et ça a matière à discussion, en fait. C'est la raison pour laquelle moi, je pense tantôt que au-delà des enseignements qu'on nous donne, il y a deux dimensions qu'on a vraiment négligées dans l'éducation. C'est la dimension savoir-être et savoir-vivre. Parce que pour moi, c'est ça l'acceptabilité sociale, justement. C'est ces deux savoirs-là que l'éducation a mis pratiquement de côté pour nous enseigner le savoir et le savoir-faire, juste ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment compléter tout ça pour avoir un être humainement sociable. Voilà, ça. 100%. Puis ça va poursuivre dans votre cursus, puis dans le processus de devenir éventuellement un ingénieur aussi. Mais être un ingénieur, c'est pas seulement du savoir-faire, mais c'est aussi du savoir-être et du savoir-agir. Donc, ces connaissances-là sont primordiales à n'importe quel travail ou n'importe quel projet tu veux réaliser. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, ouais. Donc, comment tu fais pour te retrouver en Tanzanie? Ça se passe comment? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, tu vois, pour beaucoup moi. d'étudiants qui se disent, OK, je vais penser à des projets locaux, des projets provinciaux, des projets fédéraux, mais toi, tu es parti, on va faire un projet dans un autre pays avec complètement d'autres besoins, un autre climat, une autre mentalité. Ouais. Et on arrive là avec un projet. Comment ça se passe dans ta tête? Comment ça se germe, ça? J'ai été extrêmement chanceux. Je suis parti avec deux de mes très bons amis, Ouais. Étienne et William. William, qui est un membre d'ISF également, qu'on s'est rencontrés en fait à ISF ETS. Ouais. Mon autre ami Étienne a fait le PRICI. OK. PRICI en 2019. En 2019, il est parti en Tanzanie. Il a construit une école. OK. Il est resté très, très proche avec le promoteur local du projet, qui ont gardé une bonne relation. Puis, il nous a lancé l'idée, 1 an avant la fin de mon baccalauréat, de dire « Hey, what if on faisait un projet, notre PFE en Tanzanie? » Initialement, l'idée, c'était un projet d'infrastructure d'eau potable. OK. Donc, dans le même village, ou un peu à côté de où il a construit une école, ils ont des problèmes d'eau potable. En fait, essentiellement, tout près de l'équateur, c'est pas des hivers, des étés, c'est des saisons sèches, saisons humides. Ouais. Quand la saison sèche arrive, les réserves d'eau sont épuisées, donc tu peux plus nécessairement aller à la rivière, aller au lac à côté, il n'y a plus d'eau. Donc, c'est de trouver des solutions pour amener de l'eau de manière durable. Donc, bref, Étienne lance cette idée-là, c'est 1 an avant de partir. Moi, je me dis, les chances, ça se réalise peut-être pas, Ouais, mais je comprends. let's go, all in. Fait que, on se lance là-dedans. On a été super chanceux, on a été accompagnés par le département de génie mécanique, diverses instances à l'intérieur de l'ETS nous ont aidés financièrement ou avec des conseils. Fait que ça a été 1 an de préparation. Puis,
initialement, comme je disais, on voulait vraiment faire un projet d'implémenter une infrastructure qui allait amener de l'eau. Puis en cherchant un peu l'appui, on est allé voir des organisations qui faisaient un petit peu plus ça. Première chose qu'on s'est fait dire par certaines organisations qui étaient quand même assez bonnes là-dedans, c'est ça ne marchera pas. Ah ouais? Puis là, moi, je me questionnais déjà, parce que là, on préparait un projet. C'est en Tanzanie. Moi, je connais une seule personne là-bas qui est le promoteur du projet. Ouais. Je connais pas la géographie, la topographie là-bas. Ouais. Je connais pas c'est quoi le climat. Je connais pas c'est quoi les sources d'eau. Je connais pas même pas, j'ai même pas tant de connaissances que ça sur l'hydrologie. Puis, j'ai un peu de mécanique des fluides, puis j'en ai fait dans mes cours, je connais les Non, formules c'est de ça. base. Ouais. Puis là, ça gère dans ma tête. Moi, j'ai ISF qui me dit, tu dois consulter les populations locales. Est-ce qu'ils veulent ton projet? Tout l'aspect de est-ce que ça va fonctionner ce que tu fais, puis est-ce que ça va durer dans le temps. Puis là, je me dis, j'ai aucune connaissance technique des choses sur place, puis je m'en vais construire quelque chose sur place. Fait que déjà là, ça ne marchait pas. Puis essentiellement, les organisations nous ont dit la même chose. Ouais. Donc, on a converti notre projet en étude de faisabilité. OK. Comme étant la phase initiale du projet, chose qui est naturelle, n'importe quel projet d'avoir une étude de faisabilité. Mais c'était comme les deux mondes. J'avais un côté de moi qui me disait « Hey, let's go, on va construire de quoi, ça va être cool, ça va aider les gens. » Puis l'autre côté qui me disait « Si tu fais ça, c'est sûr que ça échoue. » Puis finalement, je pense qu'on a pris la bonne décision. On s'est recadré vers une étude de faisabilité qui était déjà un très, très grand projet en soi. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la chance, en fait, de partir en Tanzanie là, pour mon projet de fin d'études. Wow! Et c'est l'école qui finance? C'est ISF? On a eu une grande année de travail niveau financement. Majoritairement, ça, c'est la chance d'être à l'école. C'est la chance d'être un étudiant dans un établissement au Québec. Mais il y a beaucoup, beaucoup de subventions, de bourses qui sont offertes. On a eu de l'aide de l'Association étudiante de l'ETS, du Fonds de développement durable de l'ETS, département de génie mécanique. On a eu aussi la bourse de déplacement d'études à l'étranger, en fait, là, qui est offerte par le gouvernement. Ouais. Fait qu'en soi, on est allé chercher juste assez pour financer, en fait, tout ce qui était l'étude, l'achat d'outils, pour nous permettre d'être 4 mois en Tanzanie. Là. OK. Juste Déplacement, tout ça. Tout a été compris, en fait. Ouais. C'était tout juste, là. Mais c'est un peu comme le précis part ou n'importe qui part. On a fait notre budget et notre financement en fonction. Mais la majorité, là, tout ce qui est, sauf les dépenses personnelles, mais on a vraiment tout mis. Là. Les bourses qu'on recevait personnelles pour le déplacement sont allées dans le projet. Yes, puis il y avait aussi tout ce qui était la portion vraiment plus salaire pour le partenaire local, parce que lui aussi est beaucoup impliqué dans le projet. Ça lui prend du temps. Fait que, ouais, tout a été, puis comme je disais encore, c'est la chance d'être étudiant. Ouais. Tout a été couvert jusqu'à un certain point. C'est yes. Nice. Ouais. Mais là, ça veut dire que toi, une fois que ça se fait, vous charbonnez, vous travaillez, vous mettez de l'argent de côté, vous réussissez à convaincre des gens de l'intérêt aussi de pouvoir faire un projet comme ça, loin des yeux. Parce que comme on dit, t'es en Tanzanie, pas beaucoup de personnes savent déjà où c'est sur une map. Maintenant, de se dire, est-ce qu'on va financer des jeunes qui veulent aller faire une étude de faisabilité déjà là-bas? Pas forcément, on va avoir une structure complète faite qu'on peut prendre une photo puis après ça faire de la publicité avec. Ouais. Déjà, je pense que c'est déjà un gros step à relever pour être capable d'amener les gens à comprendre l'intérêt de ce genre de projet-là. Mais une fois que vous réussissez à avoir ce financement-là, là, c'est go time. Il se passe quoi dans votre tête? Comment vous arrivez là-bas? Comment est-ce que vous vivez cette réalité-là d'utiliser des paroles aux actes, comme on dit, de passer de « Ah, c'est une belle idée » à « OK, là, on y va, on se lance. » On se lance, ouais. On a eu beaucoup de préparation. Je pense que le 4 mois avant, on avait même réussi à faire un projet spécial qui passait comme un cours qui était seulement de la préparation. Donc, niveau ce qui était donné à aller chercher, niveau outils, tout ça, c'était bien préparé. Ce qui nous restait, c'était vraiment l'exécution. Ouais, je comprends. Ça reste que l'exécution, c'est la partie toujours qui est plus difficile. Oui, la préparation, elle se fait. Puis quand tu arrives à l'exécution, tout ce que tu as préparé, finalement, ça ne fonctionne plus. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est l'adaptation sur le coup. Ça doit être stressant. Là. Yes. Puis tu arrives à un endroit que, justement, tu ne connais pas beaucoup. Tu ne parles pas la langue. Ouais. Là, tu as des objectifs de trucs mesurables que tu vas aller chercher.
how do you make it happen? Puis là, je pense qu'on était une super belle équipe avec toutes des personnalités différentes qui se complétaient super bien. On était accompagnés par le partenaire local qui a fait un super effort, qui nous a accompagnés pendant le premier mois du projet pour nous présenter à toutes les communautés. Parce qu'au total, bref, pour faire un petit topo rapide, on a visité 5 villages au nord de la Tanzanie pour étudier les solutions possibles d'acheminement d'eau. Il a établi tous ces premiers liens-là pour nous rendre autonomes par la suite. Okay. Mais après ça, c'était les 3 gars du projet. On avait un interprète local, puis c'était ça. On a séjourné dans les communautés, on a vraiment discuté avec les gens, on a étudié les méthodes dans lesquelles ils s'approvisionnaient de l'eau à l'instant même. Oui, en période de sécheresse et tout. Ouais. Exact. Puis savoir, OK, selon vos habitudes, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que vous avez besoin, pourquoi un puits ici, ça fonctionnerait versus là, non. Ouais. Puis c'est tout ce travail-là qui a suivi un peu. Et là, ça veut dire que vous êtes resté sur place à peu près un bon 3 mois à vraiment vivre sur le terrain ces choses-là. Exact. Wow. En pleine période de sécheresse en plus. En pleine période de sécheresse. Wow. Puis on revient avec les changements climatiques qui arrivent aussi. C'est quand on était là, c'était la 3e année de suite qui qualifiait de sécheresse. Ah, OK. Donc, c'est les... Ouais, la Tanzanie, c'est un pays chaud, je crois. Très, très chaud. Yes. Donc, c'est Afrique de l'Est. Puis en Afrique de l'Est, de ce qui part de la Somalie jusqu'au nord de la Tanzanie, le Kenya, là, il y a un gros épisode de sécheresse. Là, c'est pas les 3 dernières années, là, mais c'est peut-être il y a 4 ans, pendant 3 ans. Ouais. Ça a eu des impacts très, très, très majeurs. Là. Donc, tous les niveaux d'eau étaient beaucoup plus bas. Les niveaux de précipitation étaient plus bas que l'année moyenne pendant 3 ans de suite. Puis ça a des impacts très, très, très forts et dommageables là, pour les communautés. Là. Et pour vous, l'équipe, ça a été comment, là, vivre la sécheresse? Ça a été facile? Ça a été difficile? Est-ce que l'adaptation a été bonne? Ça s'est passé comment? C'est sûr, les impacts pour nous sont plus minimes. On avait tout ce qu'on avait pour pouvoir consommer de l'eau. Tu sais, l'eau, elle est disponible. Il faut comprendre comment les gens vivent aussi. Les communautés qu'on allait voir, c'est des Autochtones. Des Autochtones pastoralistes. Donc, eux autres, ils vivent du bétail. Okay. Mais pour vivre du bétail, tu as besoin de te déplacer. Oui. Donc, eux autres n'ont pas des maisons fixes. Ils ne vivent pas à un endroit avec le puits à côté de la maison. Ils se déplacent parce que les animaux ont besoin de manger. Mais s'ils mangent à la même place qu'ils boivent, ça ne fonctionnera pas après 2 semaines parce qu'il n'y aura plus rien à manger à côté de l'endroit où ils vont boire. Je comprends. Donc, ils ont constamment besoin de se déplacer. Puis le défi, c'est qu'en saison humide, des rivières, des cours d'eau, il y en a beaucoup. Et les animaux peuvent boire un peu n'importe où. Mais en saison sèche, tu dois faire de plus en plus long à la marche avec les animaux pour aller les faire boire. Donc ça, c'est leur défi spécifique à eux parce qu'il y a de moins en moins de ressources d'eau disponibles en saison sèche. Je comprends. Pour nous, on avait les filtres, on avait les passés pour désinfecter l'eau. Donc, on avait les galons d'eau aussi qu'on achetait, qu'on remplissait. Nous, notre adaptation était relativement simple niveau physique. Ça n'a pas vraiment été un problème. Mais c'est d'accompagner un peu les communautés là-dedans puis de voir un peu, OK, tu pars du Canada où la ressource d'eau, elle est immédiate. Tu ouvres le robinet, ça coule. Il y a je sais pas combien de robinets à l'ETS, mais il y en a beaucoup, puis c'est pas difficile. T'en as dans les rues, t'en as un peu partout. Là, maintenant, tu arrives dans un endroit où c'est OK, moi, tout comme la population locale, il faut que je trouve de l'eau. C'est un changement quand même très choquant pour certaines personnes. Puis je pense que pour vous, vu comme tu disais que tu avais déjà fait vous avez certains d'entre vous qui avaient déjà fait partie du précis, il y a une certaine préparation aussi, vous avez des mois de préparation pour vous permettre d'arriver là et de ne pas être au dépourvu, de se dire OK, je fais comment ce soir? Oh, là, j'ai soif, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Fait que c'est quand même intéressant de voir tout ce qui vient. Tu sais, c'est des détails que des fois, on ne se pose pas comme question. Moi, quand tu me dis, OK, je vais partir à un endroit, moi, je m'attends peut-être dès le début à me dire, il va y avoir quelque part pour pouvoir t'accueillir, pour pouvoir avoir de l'eau, pour avoir ci, pour avoir ça. Mais comme tu dis, une fois que tu te mets dans le bain puis tu comprends, pour la population locale, OK, leur projet se passe comment, c'est quoi leur réalité, comment est-ce que ça se vit, et que tu le vis toi-même, tu as une ouverture complètement différente sur ton projet. Puis je pense que ça explique beaucoup certains points que j'imagine que vous êtes arrivés comme conclusion pour tout ce qui était de l'acceptabilité sociale. Mais est-ce que tu sens que depuis que vous avez abordé ce sujet-là avec la population locale, il y a un changement à ce niveau-là, au niveau de l'acceptabilité sociale, ou est-ce que tu sens encore
je dirais pas Réticence. des réticences, mais peut-être plus une certaine froideur, comme les promoteurs originels t'en parlaient, de ah ouais, c'est pas faisable ça. Essaie même pas d'en parler aux gens, vous pouvez oublier l'idée, tu vois. Je pense que la majorité des populations sont très réceptives. Ah, ok, nice. Tu sais, tu arrives sur place, les gens ont déjà un peu. Puis c'est ça qui est une partie de l'acceptabilité sociale, c'est que ces communautés-là ont besoin d'une certaine ressource, Ouais. mais ont déjà identifié comment ils veulent la ressource. Ok, Oui. Si on arrivait dans les villages, puis ils avaient déjà identifié, oui, on aimerait ça avoir un puits ici, on aimerait ça avoir une infrastructure qui utilise cette source d'eau-là. Mhm. Puis d'un certain côté, c'est notre travail de laitier, puis de dire comme si c'est leur souhait, on devrait faire la mesure du possible pour. ouais, je comprends. Ça se passe à l'endroit. Exactement. Même pas loin de l'endroit. Exactement. Ouais. Donc, niveau acceptabilité sociale, ça a quand même été, je pense que d'en être conscient, on a quand même fait beaucoup. Puis on a été accompagné. Vous avez entendu Kevin qui avait parlé de Philippe Terrier ici Ouais. à l'ETS. Ouais. Philippe était un des professeurs qui nous accompagnait, puis nous a challengé beaucoup sur justement nos méthodes. Comment vous allez faire en sorte que les femmes soient écoutées? Parce que la majorité, tu arrives dans un village, c'est tous des hommes. C'est les hommes qui prennent les décisions, c'est les hommes qui t'accompagnent, c'est le maire du village. Donc, ça peut être difficile parfois. Puis, il y a un village, entre autres, qu'on est arrivé, puis les hommes ne voulaient pas nous laisser parler aux femmes. Je comprends. Pourquoi? On s'est posé la même question. On n'a pas été capable d'obtenir la réponse. Il y a eu certains villages où, probablement, c'est peut-être, tu sais, c'est très culturel aussi. C'est très patriarcal, de manière générale, là, les communautés, là, surtout subsahariennes. Oui. Donc, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, en fait. Puis, notre interprète a travaillé super fort pour nous aider à aller chercher l'information qu'on a besoin. Mais ça, par exemple, c'est un village où on est sorti de là, puis on s'est dit, faire un projet de demain, ça ne fonctionnerait pas. Ok. Puis des fois, faire une étude de faisabilité, c'est aussi à ça que ça sert. Parce qu'on pourrait aujourd'hui faire une campagne de financement, aller chercher 50 000, 60 000 pour faire un projet dans ce village-là. Dans un an, c'est possible que le puits n'existe plus. Et ça pourrait être une pompe solaire qui va chercher d'une rivière. Il y a des chances que ça n'existe plus. Oui. Parce que l'information qu'on obtenait, on ne savait pas si c'était fiable. Peut-être que les femmes ne la voulaient pas non plus, vu que c'est elles, généralement, qui sont mandatées d'aller chercher de l'eau. Oui. Ouais. Donc, c'est quand même un certain défi. Wow. Ouais, j'avais pas pensé à tout ça, en fait. Oui, C'est spécial, hein? Ouais. Parce que quand tu le dis, vu comme ça, tu penses dans ta tête que les gens se concertent à l'interne de la communauté et que par conséquent, ce qui ressort de la communauté est la volonté générale, si on Au veut. moins à 90%. Ben, c'est ça, tu te dirais, ah ben, c'est sûr que si le maire du village, par exemple, vient de parler, il a consulté tout le monde, il y a une assemblée de village, etc. Après ça, on vient te dire, voici le vœu du village. Mais maintenant que tu dis de la sorte, c'est sûr que si toi, tu n'as pas la chance de parler avec les gens, il y en a peut-être quelques-uns qui sont récalcitrants, il y a peut-être une majorité qui veulent rien savoir, mais que la personne qui dirige dit, on s'en va par là. Puis là, tout le monde est obligé d'aller dans cette direction-là. J'y ai jamais pensé, en vrai. Puis, une des premières histoires que j'ai entendues à ISF, puis c'est probablement une histoire qui se répète dans plusieurs organismes de coopération internationale, mais pour faire histoire courte, c'est 3 ingénieurs qui sont faire un puits dans un pays subsaharien. 3 ingénieurs qui sont vraiment conscients, ils veulent faire de quoi de qualité. Donc, ils font une super belle construction durable, prennent en compte les besoins de la communauté niveau quantité d'eau, font un puits de qualité, quittent le pays, reviennent un an plus tard pour se rendre compte que le puits n'est pas utilisé par personne. Personne ne veut utiliser le puits. Pourquoi? Parce que les femmes, le moment qu'elles passaient dans la journée pour aller chercher de l'eau, c'était le seul moment qu'elles pouvaient être loin de leur mari. Oui. Ah! Et donc là, vous leur avez enlevé ce côté de, disons, de moment communal entre femmes, etc. Entre femmes, loin de leur mari, loin de leur famille, prendre du temps pour elles. Oui. Aller chercher de l'eau, c'est un moment important dans leur journée. Ok. Donc l'homme se dit, ma femme, elle est partie 2 heures chercher de l'eau. Moi, je veux que ce soit moins difficile pour elle, mais pour la femme, c'est super important. Oui. Je comprends. Et en faisant un puits en plein centre du village, tu viens d'enlever cette opportunité-là. Oui, exact. cette petite liberté qu'elles avaient de se concerter entre elles. De se Ouais, c'est ça, d'avoir leur petit moment. Oui, c'est vraiment, pour les femmes vraiment opprimées, c'est important. Hein. Non, c'est sûr. C'est vraiment important d'avoir un moment intime parce qu'elles sont généralement oppressées à la maison. Non, c'est sûr. Mais en même temps, tu vois, c'est important ce côté-là. C'est où est-ce que, tu vois, le même projet, comme tu disais, d'un village à l'autre, ça peut avoir la même réception comme une réception complètement différente. Exact. Et là, tu arrives là et tu te dis,
toi, tu es parti avec un plan, tu es parti avec des financements, tu es parti avec des choses, tu t'enlignes vers ton objectif, et là, tu frappes un mur qui est plus gros que le projet lui-même. Là, c'est, OK, c'est pas que techniquement, c'est pas faisable, mais ça marchera pas parce que socialement, ça marchera pas, en fait. Mhm. Ouais, wow. Ça doit être un choc, en fait. Quand tu sors d'une école où tu te dis, on est ben pas formaté, mais on est éduqué à vraiment comprendre, à vraiment voir tous les détails qu'il faut techniquement pour qu'un projet réussisse, et que tu as l'habitude, comme tu sais, on disait tout à l'heure, tu as un truc à faire, tu as un professeur derrière qui te dit, je m'attends à ça, toi tu t'attends, je vais faire ça, il n'y a pas de if, not, bla 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 bla. Mhm. Là, tu arrives là pour te dire, OK, oui, je suis capable de le faire, mais je n'arriverai pas à le faire, ou vaut mieux pas le faire. Et c'est ce côté social-là, je trouve, qui est très important dans ce que tu disais que tu avais appris à travers l'ISF, c'est que ce côté de savoir être et de savoir agir, et de se dire, on peut le faire, on a des financements pour, mais on ne le fera pas parce que ça va amener autre chose. On va peut-être garder pour faire autre chose à la place. Fait que ça doit ça va quand même faire un choc, quand même, très, très, très spécial pour un ingénieur. Exact. Ça fait un très grand choc, puis ça fait un peu un... Tu peux te sentir presque hypocrite, dans Ouais, le sens où moi, ici, j'ai l'opportunité d'avoir absolument tout, ouais, tous c'est les vrai. ressources que j'ai besoin. Puis là, j'arrive dans un village qui a nécessairement besoin d'une ressource aussi simple et nécessaire que de l'eau. Mhm. Puis je ressors de là en me disant, si je fais un projet d'eau, ça ne fonctionnera pas. Ouais, Donc, comme, qui suis-je pour dire, ah non, on ne pourrait pas faire un projet d'acheminement d'eau ici? Donc, c'est tout le temps ces deux côtés-là. Tu dis, comme, faut tout le temps que tu poses la question sur le net positif d'un projet. mhm. Je pense que le niveau d'acceptabilité sociale, c'est de savoir est-ce que le net va être positif ou négatif. Est-ce que ton projet, que ce soit une école, que ce soit une infrastructure d'eau, est-ce que ça va créer plus de conflits que ça va amener de bénéfices? Ouais. C'est tout le temps ça la balance. Puis ça peut être difficile pour toi qui arrives dans un village, dans un endroit qui a beaucoup moins de ressources que toi à la maison, Mhm. de prendre en compte les côtés négatifs d'un projet quand c'est une ressource aussi simple, aussi nécessaire et aussi vitale que de l'eau. Que de l'eau, ouais. C'est Ouais. fou. C'est fou à prendre en considération. Wow. Dans ton projet, tu as parlé de modèle économique. Oui, c'est quoi un modèle économique et comment tu as implémenté ça en temps Oui, j'avais mentionné en effet le côté modèle de nouveau modèle modèle économique. c'est ça, oui. Yes. Je ne sais pas si c'est nécessairement nouveau. Je ne suis pas un économiste, loin de là. Mais un truc que j'ai appris avec ISF, puis ça peut-être que Kevin nous en a parlé, mais il y a une journée à ISF que vous avez la chance d'aller au Parlement rencontrer des députés puis des élus gouvernementaux. Ouais, nous en avait glissé un mot, en effet, Exact. ouais. Une fois par année, généralement, c'est au printemps. Puis une de ces années-là, vous savez, le Canada, on donne un pourcentage de notre PIB en coopération internationale. Donc, un pourcentage très peu élevé, je pense que c'était 0,7 ou 0,7 est la cible et on est en dessous de ça. Il faudra vérifier les chiffres. Mais une année, justement, celle, je pense que Kevin a participé, ils ont réussi à convaincre le Canada d'attribuer un pourcentage X de ce budget-là à des entreprises sociales menées par des femmes. OK. Ce que les études ont révélé, c'est qu'en fait, si tu donnes l'argent à une entreprise qui est dirigée par un homme, cet argent-là va faire en moyenne 3 transactions dans la communauté avant de quitter celle-ci. Donc, il va peut-être acheter une pelle à son voisin, de la terre à personne d'en face, il va payer un employé, that's it. Après ça, l'argent va acheter d'autres choses. Ouais. Pour une entreprise menée par une femme, encore là, je ne m'appelle plus les chiffres exacts, Non, c'est mais vrai. c'était comme 2 fois, 3 fois plus élevé. Oui. Donc, l'argent circule beaucoup plus à travers la communauté, ce qui fait des emplois, ce qui permet de redistribuer à nouveau cet argent-là. Et c'est un peu le modèle d'économie sociale ou d'entreprise sociale qui fait en sorte que plutôt que de te donner de l'argent, te faire un travail, c'est tout, mais je vais la donner à quelqu'un qui travaille dans ton pays. Ouais. Puis lui va pouvoir créer de la richesse par lui-même par la suite. Ouais, je comprends, c'est vrai. Il nous avait glissé un mot là-dessus, comme quoi ça créait un effet un peu plus boule de neige où cette unique transaction-là que toi t'amènes de l'extérieur permet de rehausser la. Comment ils appellent ça encore? Le mot ne vient pas. Je pense que c'est le travail interne à l'intérieur de la communauté où, disons, comme il nous disait la dernière fois, je pense qu'au lieu que ça soit, par exemple, 3 transactions, après ça sort de la communauté, ben là, le fait que ça ait le temps de tourner dans la communauté, ça améliore le train de vie d'un peu tout le monde dans la communauté. Ouais. Donc, un plus grand impact à chaque dollar, par exemple, qui est versé là-bas. Ce qui fait vraiment une grosse différence quand tu y penses.
Ça fait une énorme différence. Puis tu peux même prendre le Québec comme exemple, où la majorité des gens au Québec sont employés par des PME. Ouais. C'est pas des grandes entreprises. Mais si tu compares la PME à une entreprise sociale dans un pays en développement, c'est la même chose. Parce qu'ils vont engager de la main-d'œuvre locale, ils vont utiliser des matériaux locaux. Donc, ça fait tourner l'économie et ça fait prospérer tout le monde en même temps. Donc, ces modèles économiques-là sont super importants. Puis, si tu donnes de l'argent à un Québécois pour aller faire une école, et c'est tout ce qu'il fait, tu as une école, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec l'école? Tandis que si tu donnes les ressources aux gens pour faire l'école eux-mêmes, ou du moins engager des gens sur place pour construire l'école, former les enseignants, former les gens à entretenir le bâtiment, après ça, ils s'approprient l'école, ils s'approprient la technologie. Surtout, oui. Ils sont plus dépendants. Ouais. Puis en même temps, ça leur donne comme on dirait, les skill sets, excusez-moi l'anglicisme, pour pouvoir aspirer à faire d'autres choses encore de plus intéressant, de plus grand, de plus important, puis de savoir aussi de développer ce skill qui peut les permettre de ramener encore plus de prospérité au sein de leur communauté. Mais toi, quand tu as ça en tête et que tu arrives en Tanzanie par rapport à ton projet de PFE, comment vous pensez à l'implémenter? Comment vous le voyez pour cette solution-là qui serait de régler le problème ben pas de problème de sécheresse, mais le problème d'approvisionnement d'eau en tant que tel? Aussi simple que ça peut paraître, ça, c'est des trucs qui sont quand même de manière assez... c'est assez commun, là. Mais de faire payer les gens pour l'eau. Oh! Ça peut être... De loin, je vous jure, moi, je pense à ça, je me dis, c'est un crime. C'est fou parce que tu dis l'eau, c'est gratuit, là. Moi, Je suis resté 5 secondes, je l'ai regardé. Ben, je sais qu'en Europe, en ce moment, ils payent pour leur utilisation d'eau. Par exemple, quand ils prennent leur douche, etc. Je me rappelle une fois, j'avais été en Europe, puis la personne qui nous hébergeait nous disait « Ah, commencez pas à me prendre des douches d'une heure, là. L'eau, ça coûte. » hein. Et là, la première fois que j'entends ça, je me dis « L'eau, ça coûte? » Moi, même étant plus jeune, tu vas remplir ton petit seau d'eau, tu fais ce que tu veux avec, tu vois. C'est-à-dire, un modèle où tu vas payer pour l'eau que tu utilises au quotidien, c'est quand même spécial. Toi, comment tu arrives à faire accepter ça? Exact. Moi, je vois pas comment je peux faire l'accepter, puis je vois pas comment je peux recommander cette chose. Moi qui est à la maison, je peux ouvrir le robinet, le laisser couler pendant 1 heure, et il n'y a rien qui va se passer. Sauf si ça chauffe. Sauf si ça chauffe, exact. En effet, en effet. Compteur d'eau, une chose magnifique qui peut-être devrait être implémentée au Québec, qui sait, mais en fait, c'est quelque chose, c'est un modèle qui existe déjà dans beaucoup de communautés en Tanzanie qu'on a visité qui avaient des systèmes d'eau. Les gens vont payer un prix dérisoire, vraiment l'équivalent peut-être 25 sous par mois, comme si on faisait le proportionnel à ce qu'on reçoit ici. Donc, c'est vraiment dérisoire comme coût, mais ça leur permet de, mettre de l'argent de côté pour réparer le système, et de 2, s'approprier l'eau aussi. On va en prendre soin. On n'a pas beaucoup d'eau, on paye pour, donc on va s'assurer qu'ensemble, socialement et de manière communautaire, on va utiliser l'eau à bon escient. On ne va pas la gaspiller, on va la traiter comme une ressource qui est ce qu'elle devrait être, importante et vitale. Et rare. Et rare, Ouais, exactement. Je pense que c'est exactement ça le mot, en fait. Donc, c'est un peu ça. Puis ça, c'est un truc que Philippe nous avait parlé. Il nous avait dit, c'est un super beau modèle. Faut le valider avec les gens. Donc, nous, c'était toujours une question qu'on posait aux gens qui n'avaient pas de système d'eau déjà. C'était, auriez-vous une ouverture à payer un petit prix pour? Et dans la majorité des communautés, c'était, ah oui, on le fait déjà pour X raison, ou on le fait déjà pour telle affaire, ou oui, il n'y a aucun problème, on est ouvert à faire ça. C'est pas nous, de toute manière, qui auraient implémenté ceci. Il y a souvent des comités qui vont se mettre en place, mais c'est nécessaire de le valider parce que si tu dis, tu sors de ton étude de faisabilité, tu as trouvé que faire une pompe avec système solaire dans telle rivière puis la cheminée à l'endroit X ici est la solution. Mais s'il y a un bris à la pompe, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que le système est terminé? C'est fini? Ouais, personne n'avait l'argent déjà pour ça. Il n'y a pas un budget déjà de réservé, en fait. Ça, Exactement. Donc, c'est toutes ces questions-là qui se posent sur la durabilité. Donc, est-ce que tu as un budget pour l'entretenir? Est-ce que tu as des gens de formés pour l'entretenir aussi? Donc, c'est vraiment, quand on parle de s'approprier une technologie, c'est tout ça. Donc, c'est s'approprier vraiment l'infrastructure en soi. Moi, je peux t'aider à la construire, ou à mettre les choses en place, mais une fois que je quitte, moi, je ne devrais plus devoir y retourner. Ce système-là appartient à la communauté. Je comprends. Et c'est à la communauté d'en prendre soin, de faire de la maintenance et tout ce que ça... Exactement. C'est bon. Ouais, ça, c'est intéressant, ça. Là,
pour rebondir là-dessus, maintenant, vous avez eu la chance, là, on a fait un peu de la chronologie, puis on parle de différents trucs. Fait qu'une fois que vous avez fait, là, on peut considérer que votre étude de faisabilité est complétée en tant que telle. Là, une fois que vous arrivez à ce moment-là, vous avez une étude de faisabilité de compléter, ça a été quoi le résultat? Ça a été quoi comment dire, votre rapport à la fin? Est-ce que c'était faisable ou c'était pas faisable? Dans la majorité des villages, il y Ouais. a des solutions. Il y a un village, comme je vous dis, on est sorti de là, on s'est dit, c'est impossible, comme socialement, ils ne sont pas prêts. OK. Nous, on est toujours en communication avec notre partenaire local qui est dans ces communautés-là. Mais on a une série de solutions possibles pour chacun des villages. OK. Il y a des détails, des calculs qui doivent être poursuivis pour être un petit peu plus, niveau dimensionnement des systèmes, niveau design des systèmes. Si on a fait les calculs préliminaires à savoir est-ce que c'est physiquement possible. On n'est pas allé jusqu'au détail de dimensionnement des pompes, dimensionnement des puits. Non, c'est ça. Mais on a identifié des solutions pour chacun des villages qui seraient possibles. Applicable, ouais. Exact. Est-ce que ces solutions tiennent compte des femmes? Le plus possible. Ça a été une des... Très loin, depuis très éloigné des populations. Mais je pense qu'encore là, malgré tout ce que j'ai appris chez ISF, malgré tous les conseils que j'ai eus, je peux pas dire à 100% que les solutions répondent aux besoins des femmes. Ça a été tellement difficile à tous les moments d'avoir... il y a la barrière de la langue. Oui, c'est sûr. En Tanzanie, c'est le Swahili. Mhm. L'anglais ensuite. Mais chez les Maasai, la communauté qu'on a visitée, c'est un dialecte autochtone. Ouais, je comprends. La majorité vont peut-être parler Swahili, la majorité ne vont pas du tout parler anglais. Donc, on avait nous qui parlions anglais à notre traducteur, à notre interprète, qui lui parlait en Ma, qui est le dialecte autochtone, aux femmes. Puis c'est quand même une barrière culturelle où, pour ces femmes-là, c'est probablement la première fois aussi qu'ils voyaient des hommes blancs. Ouais, c'est vrai. C'est probablement la première fois qu'ils se font poser une question sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, genre niveau haut. Ouais, comment tu voudrais que les choses soient faites en tant que telles. Exactement. Donc, je t'avoue, je suis même pas certain si on a eu des réponses véridiques à tous les moments sur qu'est-ce qui devrait être fait. Fait que ça demeure une certaine difficulté pour moi de dire à 100% ouais, ça va fonctionner, l'acceptabilité sociale est bonne. Je pense qu'on a fait notre due diligence, on a fait notre travail nécessaire ou la plus exhaustive pour aller chercher l'information qu'on avait besoin. Mais ça serait de mentir si je dirais qu'il n'y a pas encore un doute aujourd'hui que les solutions qu'on propose, c'est les plus adaptées. Ouais, vu comme ça. Mais donc là, votre étude de faisabilité est finie. Chronologiquement, c'est récent. Récemment, vous l'avez terminé ou ça fait un petit bout de temps? On est revenu de Tanzanie quand même en décembre 2022. Donc ça va faire 2 ans en décembre. Yes. OK, nice. Fait que là, une fois que vous revenez de Tanzanie, toi, tu finis ton bac. Je sais pas pour tes autres confrères sur le projet où est-ce que chacun est rendu au niveau carrière. Mais une fois que vous revenez de là, toi, ta vie a l'air de quoi à peu près? Je reviens, je viens de finir mes études, en phase de prendre mon examen pour l'ordre, etc. Est-ce que tu te dis, il faut qu'on mène à coûte que coûte à terme ce projet-là, ou est-ce que tu es plutôt, OK, bon, ben, on a fait ce qu'on avait à faire, j'ai fait mon projet de fin de bac, là, je suis prêt à retourner dans ma vie normale, si on veut. Comment ça se passe pour vous? Je retourne au boulot et... Ouais, c'est ça, tu vois, c'est un chapitre derrière moi. Comment ça se passe pour vous? Tu sais, ça dépend de chaque personne, de leur réalité. Ben, ça dépend exactement de chaque personne de réalité. Je pense qu'on est 3 gars que, au retour, on avait toutes des motivations différentes. Okay. Certains niveaux étaient élevés. Moi, j'avais envie de finir ça au plus vite. Dans le sens que moi, je revenais de quelque chose de super intense. On avait rencontré des gens qui avaient quand même un besoin criant. Je me suis dit, je revenais, j'avais pas de travail non plus. Ouais, je comprends. Donc, moi, il n'y avait aucune raison pour qu'on finisse pas ça le mois suivant. On avait accumulé extrêmement beaucoup de données. On avait visité 5 villages. Aujourd'hui, on n'a pas fini le rapport encore. Juste pour vous dire, dans le sens qu'il y avait tellement de données, tellement de trucs accumulés que c'était énorme comme travail. Je pense que ça va peser sur tout le monde, dans le sens qu'on est revenu avec quand même une certaine motivation. Puis après 1 mois, 2 mois, on était à plat. On avait vécu, je pense, 4 mois intenses tous les jours à faire cette étude où notre seul objectif, notre seul but, c'était de mener à fin cette étude, de mener à fin ce projet. Puis là, tu reviens au Canada, tu as fait quelque chose d'absolument incroyable, quand même fort en émotion. Puis là, tu reviens, puis c'est le reste qui embarque. C'est tu dois trouver un travail. Tu tombes un peu dans la banalité des choses parce que tu vis tellement un projet fort en émotion,
que le contraste, j'ai l'impression, moi, ça m'a juste tiré vers le bas. Ouais. Pourquoi? J'ai pas les mots pour l'expliquer, honnêtement. C'est quand même assez particulier. Je pense que c'était... Je pense que c'est le choc et la fatigue. Parce que quand tu y penses, tu fais 4 mois hors de chez toi, loin des tiens, loin de ta routine, loin de tes affaires, Ouais. dans un projet où ton cerveau est tellement concentré à juste faire ça. Tu as une philosophie, tu as là où tu veux aller, tu as plein d'interactions que t'as, tu rencontres des gens, tu vois un monde complètement différent, tu vivez peut-être votre première sécheresse à vie. Fait que, tu sais, tu reviens après ça dans je n'irais pas dire dans le confort, mais plus, tu reviens dans une situation où là, tu passes du tout au tout. Et maintenant, c'est le après. C'est le travail où tu es tout seul à la maison, puis voici moi mes données, Ouais. on remplit, tu vois. Et je me dis, ça se peut que c'est ça qui est devenu lourd à la longue, c'est tu as l'impression peut-être de ne pas fournir la même chose. Ben, je pourrais pas parler à votre place, mais des fois, je me dis, ça me fait toujours peur ce genre de projet-là, personnellement, en tant que personne, parce que je me dis, une fois que je vais revenir, la fougue est encore là, mais le sentiment que j'ai accompli quelque chose de concret à ce niveau-là est loin, tu vois. Ouais. Parce que quand tu es sur le terrain, tu es là, tu es avec les gens, tu sais que tu leur parles, tu vois les choses, tu as l'impression Tu de touches, faire... oui. Ouais, tu as l'impression d'être dans le réel, tu vois. Ouais. Et là, après ça, tu es de loin, et à distance, tu fais, ah, c'est plus compliqué. Tu as l'impression que tu parles par téléphone à quelqu'un que, à l'aveugle, je trouverais ça difficile, personnellement. Moi, je vous donne beaucoup de chapeau pour ça, là. Moi, j'aurais trouvé ça extrêmement difficile, en vrai. Quand Mais tu je y pense penses. que ton analyse, elle est exacte. En fait, c'est un petit peu ça, puis tu te retrouves dans un cercle vicieux, si on Ouais. veut, où tu as vraiment cette envie de poursuivre, réaliser le projet tous les jours, Mhm. mais tu as aussi une culpabilité parce que tu n'as pas nécessairement l'énergie de le Ouais. faire ou tu n'as pas la tête à le faire. Donc, tu sais, tu passes d'un endroit où tu es super motivé parce que tu es sur le terrain tous les jours à faire quelque chose de concret. Là, tu te retrouves devant ton bureau à écrire un rapport. Tu ne vois pas l'impact de ton rapport, tu ne vois pas Ouais. l'impact sur les gens. Donc là, c'est purement du bénévolat sur quelque chose que tu ne vois pas la fin. Ouais, je comprends. Donc, d'être motivé à faire ceci, c'est extrêmement difficile. Mais de l'autre côté, tu as encore cette fougue, tu as encore ce truc, tu as encore tous les gens que tu as rencontrés qui t'ont exprimé leurs besoins, qui sont contents que tu sois allé les voir. Donc, c'est un cercle un peu vicieux quand même qui te fait vivre une certaine culpabilité, une certaine hypocrisie d'avoir eu la chance de faire ce projet-là, Je mais de ne comprends. pas être capable de le mener à terme. Ça, c'est partiellement challengeant pour soi. Ouais. Moi, j'avais une question, Simon. Mais ça veut dire que si je comprends bien, tu as vraiment aimé ça. C'est-à-dire te retrouver en Afrique, sous la sécheresse, passer 4 mois intenses. Je crois que tu aimes ça. À t'entendre parler, ça vient du fond du cœur. Je pense que c'est un travail qui prend son sens. C'est difficile d'être sur place et ne pas trouver le sens à ce que tu fais. Je pense que c'est l'affaire la plus... Je sais pas si je m'exprime bien justement, là, mais Non, ben, ça me parle, ouais. Tu crois que ça me Bon, parle, ça? peut-être j'ai mal posé la question. Je reformule la question. Je sens que tu as vraiment envie de faire un travail qui te permet de te déplacer hors du Canada, par exemple, pour aider les communautés ailleurs dans le monde. Est-ce que ce genre de travail-là t'intéresse ou bien t'inspire? c'est super inspirant. Je pense que c'est quelque chose qui, avant de partir, m'intéressait beaucoup plus. Mhm. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Oh, OK. Ouais, d'autres réflexions qui ont un peu été poussées en Tanzanie. Mais je pense que c'est un projet que j'ai absolument adoré de faire. C'est un projet qui m'a profondément changé. Puis c'est un projet que sur place, tous les jours, on se réveillait, il était probablement 5 heures du matin, j'allais me coucher à 8 heures parce que j'étais tellement fatigué. Mais chaque matin, je me levais et j'avais envie d'aller travailler, j'avais envie de faire quelque chose. J'avais réellement un sens de purpose, si on veut. Ouais. Une partie de ça, c'est probablement parce que mon seul objectif d'être en Tanzanie, c'était la réalisation du projet. Donc, j'avais pas vraiment autre chose à faire sur place. Non, c'est Mais ça. j'ai absolument adoré. Puis je pense que cet état mental sur place, je sais pas si c'était nocif pour ma santé, mais cet état que j'avais sur place de je vais me lever à tous les jours pour réaliser un projet, c'est probablement un truc comme être humain, c'est un des meilleurs feelings Sentiment que tu peux avoir, un des meilleurs vivre. sentiments Ouais, c'est exacts. ça. Ok. Est-ce que tu es prêt à refaire ça si l'occasion se représentait? C'est une excellente question. Je pense que oui. Je pense que quand tu vieillis, il y a d'autres responsabilités qui s'installent dans ta vie aussi. Responsabilités et envie. J'aurais des trucs à... faudrait que j'en parle avec ma copine, en fait, mais... Il y a non, il y a d'autres choses à mettre en place. C'est plus... Ce ne serait pas sur un coup de tête, disons. Ouais, c'est ça. Mais Exact.
ça serait J'ai- quelque chose qui pourrait quand même être intéressant. J'ai un désir fort de retourner en Tanzanie. Et ça, dans ma tête, c'est sûr que je retourne. Ce projet-là, c'est un projet qu'on va mener à terme. OK. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est quelque chose qui est toujours... C'est ouvert sur mon ordinateur tous les jours de la semaine. Wow, Je travaille OK. pas toujours, mais c'est là dans le background. Ça fonctionne, ça s'avance. Chaque semaine, je parle avec notre partenaire local en Tanzanie. Donc, c'est une question de temps. C'est beaucoup de OK. travail. C'est pas terminé encore, mais c'est encore l'objectif de le réaliser. Donc, moi, je me vois retourner en Tanzanie. J'ai envie de voir de mes propres yeux La la réalisation de ce réalisation. projet-là. Est-ce que je partirais un 4 mois complet comme on le fait? Peut-être pas. Je sais pas si la vie me permet ça aujourd'hui, OK. mais je pense que comme expérience pour l'être humain, c'est une des plus belles choses que tu peux vivre comme type Ouais. de projet. En soi, je peux pas comparer ça à rien d'autre que j'ai vécu dans ma vie. Ok, et comment est-ce que tu penses que ce projet va se réaliser? Est-ce que tu penses qu'il va se réaliser au fond de ton cœur ou est-ce que c'est juste un espoir? Ou Je est-ce que pense, tu crois qu'il va se réaliser? je pense réellement que ça va se réaliser. Comment? La méthode est encore à voir. Il y a différentes méthodes que tu peux faire un projet de coopération internationale. Par exemple, le précis. C'est sûr que le précis, c'est une organisation qui tourne beaucoup, Mhm. mais c'est par projet. Donc, ils vont présenter un projet, aller chercher un financement et réaliser le projet. Oui, Cette méthode-là fonctionne très, très bien, surtout quand tu es dans un cadre scolaire où tu as accès à beaucoup de ressources pour faire tes campagnes de financement. oui. Ça fonctionne aussi quand tu as du temps. Le précis, par exemple, va avoir 6 personnes dédiées à un projet, même une équipe qui est encore là-dedans. Ils ont 1 an pour aller chercher le financement nécessaire. Ça, c'est possible. Mais en termes de temps, c'est probablement du 40 heures semaine par personne. Ouais, je comprends. Quand tu es rendu sur le marché du travail, tu n'es pas 6 personnes, tu as un projet. Si je veux réaliser mon projet de la même méthode que le précis, je pense que je vais avoir 55 ans, on ne va pas avoir encore fini. Oui, Je comprends. je vois. Donc, c'est plus difficile. Tu as besoin d'aide externe, tu as besoin de gens qui font ça de manière un petit peu plus professionnellement. Mhm. Puis aussi, ça ne veut pas dire qu'on aurait un grand impact de le faire comme ça. Parce que si je fais un projet à la fois, c'est beaucoup, on revient encore au modèle économique, c'est beaucoup d'aide externe. Ça ne Ouais. me permet pas nécessairement de mettre les ressources en place pour que les gens puissent faire leur projet Je eux-mêmes. comprends. Puis ce qu'on a en tête un petit peu plus, puis qu'on travaille avec notre partenaire local, c'est de viser plus des programmes. Donc, il y a plein d'organismes, dont les Nations Unies, qui lancent des programmes, qui lancent des appels à projets. Puis souvent, des appels à projets, ça a des capacités de financement plus grandes. Donc, ça pourrait être, par exemple, pas juste un projet d'infrastructure d'eau dans un village, mais ça pourrait être l'ensemble des infrastructures dans tous les villages qu'on présenterait comme appel à projet. En fait, qu'on soumettrait projet dans un appel à projet. Mais toute cette logistique-là, elle est encore déterminée. C'est la majorité de mon travail que je fais avec le partenaire local présentement, c'est des demandes de subvention. Dans le sens que oui, on a accumulé beaucoup, beaucoup de données, mais en ce moment, ces données-là, la seule chose qu'elles nous servent, c'est d'appliquer pour des demandes. Et c'est juste d'être prêt. Parce que ça se pourrait que l'année prochaine, on puisse implémenter un projet. Ça se pourrait que seulement dans 5 ans, on puisse implémenter 3 ou 4 projets. Mais je pense que la réalité veut que ce soit continu et que ce ne soit pas nécessairement une date avec une fin, mais ça se peut que ce soit un projet de vie et que ça se fasse continuellement. Je comprends. Pendant que j'y pense, parce que tu en parlais comme ça veut dire que moi, de la manière que je le vois, c'est que à la base, vous avez fait, ben, pas forcément, je vois pas forcément un modèle boule de neige, mais vous avez fait le pas initial, tu vois. Et que ce pas initial-là, qui est de reconnaître le problème, de commencer à penser à une solution possible pour le problème, de se questionner là-dessus et maintenant d'arriver à la partie, OK, on peut implémenter, mais qu'est-ce qu'on implémente et comment on l'implémente et toutes ces choses-là. C'est sûr qu'à 3 seulement sur le projet, c'est pas aussi simple que ça à mettre en place. C'est sûr que des partenaires, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Mais est-ce que tu sens que à travers ISF Canada ou ISF à l'international, est-ce que tu sens que tu as les ressources nécessaires, disons, si demain vous auriez la possibilité de pouvoir le partir, ou est-ce que tu sens que vous auriez peut-être besoin d'aller chercher un peu plus de connaissances, de connexions, de personnes ressources peut-être? Un peu des deux. OK. Une partie de moi croit qu'on a ce qu'il faut pour le réaliser. Je pense qu'on a parfois besoin d'un petit coup de pied dans les fesses pour réaliser certaines choses. C'est ça. Mais non, pour vrai, je pense qu'on a les connexions, on a les gens qui peuvent nous aider. Clairement qu'on a des besoins techniques, des besoins d'assistance, mais ces gens-là qui peuvent nous les offrir, on les connaît. OK.
On a juste besoin d'arriver avec quelque chose d'assez pré-mâché pour qu'ils Ouais, puissent pour nous que ça aider puisse être là-dedans. fait à partir de là. Euh, fait que, tu sais, ça fait 2 ans qu'on travaille à pré-mâcher ce travail-là. Mhm. On n'a pas encore réussi à le faire. C'est pour ça, des fois, je me dis, parfois, ça prend juste un petit coup de pied dans les fesses parce que selon moi, on n'est pas loin. Selon moi, on a beaucoup de trucs en main qui peuvent aider notre partenaire aussi à lui-même faire ses demandes. Mhm. Donc, tout ça, c'est sur la table. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que on a accumulé tellement de données qui pourraient être utiles dans les mains de d'autres personnes Ouais. que là, c'est juste de le rendre disponible. Oui. Ouais. Parce que moi, honnêtement, ce projet-là, moi, j'ai envie qu'il se réalise. J'ai pas besoin que ce soit moi qui le réalise. Je comprends. Comme tu dis, c'est une étape du projet, c'est la Ouais. phase préliminaire, c'est la phase qui était nécessaire avant de débuter ce projet-là. Mhm. Mais moi, mon objectif, c'est que ça se réalise. Et ça, mon objectif, c'est que mon partenaire qui est en Tanzanie puisse voir ce projet-là arriver, puisse le mener à terme, puis que ce soit quelqu'un d'autre qui le mène. Moi, ça m'est un peu égal. Moi, j'ai juste envie de le voir arriver, puis j'ai envie de mettre ce qui est en place pour que ça puisse se faire, en fait. Ouais. Hmm. Ça, c'est très inspirant. Ça. Ouais, ben c'est surtout que tu sais, ça me ramène des fois à se poser la question de l'ego qu'on a par rapport à nos projets, l'ego qu'on a par rapport à nos réalisations, puis se dire, ça, c'est mon étampe qui est dessus, ou Ouais. face à ça, j'ai aidé à le faire. Puis des fois, tu sais, c'est juste de se dire, comme tu es en train de dire en ce moment, c'est le projet est plus grand que moi, ou ce truc-là est plus important que simplement avoir mon nom à la signature en dessous du projet, et que là, c'est pour que ça arrive, même si je suis prêt à le donner à quelqu'un d'autre. Tu vois, le dire ça, même moi, des fois, en tant que programmeur, parce que moi, j'étudie en génie logiciel, des fois, je me dis, non, j'aimerais ça que une fois que j'ai fini mon code, que pouvoir. C'est Non, moi. mais pas forcément seulement que ce soit moi, mais que de pouvoir dire, j'ai réussi à l'amener à terme de A à Z, tu vois. Mais même si c'est avec d'autres personnes ou pas, mais c'est de se dire, j'ai fait le nécessaire. Mais des fois, comme tu dis, il y a des expertises qui font en sorte que ça sera peut-être pas moi la personne qu'il faudra pour que là, ça démarre, pour que ça aille au prochain niveau. Et qu'il y a des moments, c'est de faire la passe à la personne qui peut l'amener au bout, puis de voir au moins les choses arriver au bout. C'est une maturité Bon, très, très, très c'est ça que moi, je dis intéressante. que c'est intéressant, c'est inspirant parce que, et moi, j'appelle ça de l'amour. Ouais, Bon, le vrai amour, c'est pas l'amour conditionné, c'est le vrai amour. Oui, parce qu'il a l'amour. En fait, son souci, c'est que les populations des villages aient de l'eau. ouais, c'est C'est ça ça. son réel souci. Lui, il ne veut pas que ce soit forcément lui, mais l'amour pour les populations qu'il a rencontrées. Sauf si je me trompe, mais je pense que ça doit être ça. C'est Oui, exactement ça. c'est inspirant. C'est se détacher de sa chose, c'est vraiment. C'est une grande dame, hein, j'apprécie beaucoup. Ouais, puis on rend service Ouais, réellement à personne si tu gardes tes projets pour soi. Tu sais, ouais, essentiellement, ce projet-là, c'est pas mon projet, c'est le projet des communautés là-bas. oh, oui, Ouais, c'est ça. Fait que si tu enlèves ça de ta tête, c'est sûr que ton objectif ou le résultat final a des chances de ne pas être en lien En avec ces effet. communautés-là. ouais. Donc, je pense de s'en détacher, de un jour, oui, le passer à quelqu'un d'autre. C'est ça la collaboration, c'est ça être l'engrenage en société, c'est de réaliser que tu joues ton rôle. Tu n'as Ouais. pas besoin d'être la tête d'affiche, Ouais. mais tu as un impact super important quand même dans la réalisation de celui-là. Ouais, ça fait le point final, je trouve. C'est le cercle. Là. Non, mais ça fait un point final très intéressant sur Ouais, les deux c'est- trucs que vous avez dit depuis le début. C'est le côté savoir agir, le savoir-vivre de l'ingénieur, de comprendre que en dehors d'avoir signé son nom sur des devis, ou son étampe sur des devis, c'est de voir l'impact social que tu as. C'est que demain, de la même manière qu'aujourd'hui, on regarde peut-être la Tour Eiffel et qu'on se dit, waouh, il y a un gars qui s'est levé un matin et qui s'est dit, j'ai envie de faire une tour, puis on va faire ci comme ça. Et que chaque personne qui a aidé à travailler à amener en vie cette vision-là, aujourd'hui, l'impact que ça a reste jusqu'à aujourd'hui. Puis là, je me dis, pour des populations comme ça, par le temps même que nous, on soit plus là, il y aura peut-être encore des jeunes, des enfants, des personnes qui vont être inspirées par ce projet-là pour se dire, ouais, c'était faisable. ouais. Et donc, il y a d'autres choses que même pour nous, à l'interne de notre société, on peut faire. Puis l'importance de l'impact qu'on a en tant qu'ingénieur, des fois, on ne réalise pas. Là. C'est le fait que vous ayez pris ce risque-là d'aller dans des endroits complètement inconnus. Puis il y a des personnes qui ne seraient pas à l'aise du tout de se dire, Ouais. je vais me détacher de ma vie pour amener un projet à terme. C'est quelque chose qui est très louable. Moi, Surtout en saison sèche. surtout, c'est Ça sèche, va hein? être dur. Hein? Ouais, Ben, moi, je viens quelque chose. d'Afrique, mais la Tanzanie, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est ça. Puis moi, en C'est fait, chaud. tout mon respect, en fait, c'est pour ces communautés-là. Moi,
on est arrivé, on était bien, dans le sens qu'on avait les ressources qu'on avait besoin. Moi, je me suis jamais senti à aucun moment dans le sens que j'allais manquer d'eau, j'allais avoir quoi que ce soit. Comme on était très, très bien, mais ces gens-là qui subissent les changements climatiques, qui subissent les choses qui ne sont pas vraiment responsables d'eux, ça, c'est les gens pour qui j'ai le plus de respect, puis continuent de vivre, continuent d'avoir... d'être un peu à la merci de tout ça. Surtout qu'ils ne sont pas responsables du changement climatique, vu qu'il n'y a pas de grosses industries dans... Exactement. Oui, ils ne sont pas responsables. Exact. Là, blague à part, qu'est-ce que tu penses, parce que là, on parlait des différentes personnes qui pouvaient peut-être t'aider à amener à fin ce projet-là, pour pas seulement les membres de l'ISF, de notre section à l'ETS, mais aussi toute la génération qu'on est en train de former en ce moment, les gens qui ont déjà été formés, que ce soit à notre école, à Poly ou whatever, là, en dehors des conflits d'école et des rivalités. Comment sens-tu qu'on peut amener une pierre à l'édifice pour vous aider avec ce projet-là? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, que ce soit au sein de la section comme au sein de la communauté étudiante, qu'on pourrait amener pour permettre, même si c'est de le faire avancer de 5 cm, là, mais d'aider ce projet-là à avancer vers votre but? Je pense 100%. Si on vient à l'étape de collaboration, je pense que ce projet-là ne doit pas nécessairement m'appartenir et doit appartenir à plus de gens. Il y a 100% des trucs. On est encore en contact avec le département de génie mécanique. OK. Un des aspects qu'on trouve intéressant dans notre projet, c'est d'en faire d'autres PFE. Okay. Les PFE en génie mécanique, par exemple, se veulent très techniques. Ouais. Et on a du design, on a du dimensionnement à faire sur nos systèmes. Il y a encore exactement, il y a encore beaucoup de calculs à faire. Donc moi, je pense que c'est des projets qui pourraient être super intéressants pour des étudiants à l'ETS ou même des gens dans l'ISF. Je pense qu'il y a des parties de ce qu'on a fait qui sont 100% découpables pour que soit la section puisse en prendre une partie et le faire avancer, soit un groupe au PFE puisse en prendre la partie puis le dimensionner. Je pense que le travail réellement est à nous de le présenter d'une manière puis de bien le ficeler. Le ficeler, exactement, oui, parce que on revient au même terme, puis c'est pas un projet qui appartient à personne d'autre que les communautés sur place. Puis il y a des gens qui sont prêts à aider. Je pense que vous devriez tous être bienvenus. Si je comprends bien, donc je prends un exemple ici à ISF ETS, on a disons, 2 ou 3 étudiants qui sont au club, qui font la mécanique, je crois, qui font le baccalauréat mécanique ou une maîtrise. Ils peuvent se rapprocher de toi, par exemple, pour récupérer une partie du projet, c'est ça? 100%, on pourrait travailler des trucs d'avance pour possiblement présenter. Moi, je peux déposer des projets PFE, puis on pourrait même les travailler d'avance avec ISF pour que ces étudiants-là puissent les travailler. Mais je pense que même avec vous, les connaissances qu'on a sont variées, mais je pense qu'il y a différents aspects au projet qui ne sont pas purement mécaniques. Que vous deux, n'importe qui chez ISF pourrait participer et aider aussi. 100%. Ah, ça, c'est bien quand même. Parce que quand tu parles, moi, dans ma tête, c'est la mécanique, c'est... Ouais, ben, souvent, c'est ça l'impression qu'on a, hein, parce que je sais que j'ai déjà eu cette conversation-là quand je suis entré à l'ISF. La première fois, j'ai rencontré une partie de l'équipe. Puis à l'époque, je pense que c'est à travers Stacy que tu as connu que moi, je suis entré par ISF. Puis je me rappelle la première fois qu'elle m'en a parlé, je lui ai dit, ouais, toi, tu es en génie de construction, il y en a d'autres qui sont en mécanique, il y en a d'autres qui sont en électrique. Je sens que vous avez la possibilité de faire des gros trucs. Moi, je suis un programmeur à la base. Hein. Moi, tu veux que je fasse quoi? Moi, construire des ponts, tu vois, je vois pas vraiment ce que je peux apporter. Et puis, ça a été la compréhension une fois entré à l'ISF de... Il y a quelques clubs étudiants aussi qui sont comme ça à l'ETS. C'est qu'on se rend pas compte des fois que derrière tout un gros projet, tout un méga projet, il y a une personne qui a fait du traitement de data. Comme tu disais, vous avez énormément de données. Des fois, juste de mettre quelque chose en place pour faire de la compilation et du traitement de données, ben, cette personne-là n'a pas forcément une grande connaissance en mécanique. Mais le simple fait qu'il soit capable de faire ça, ben, tu viens de sauver énormément de travail, puis de compréhension, puis de système que peut-être l'ingénieur mécanique n'a pas forcément le temps, ni toute l'expertise pour pouvoir faire. Puis des fois, je me pose cette question-là, je me dis, ouais, c'est ça la force qu'on a souvent à l'ISF, c'est le fait qu'on a tellement de gens qui sont dans tellement de milieux différents. Des fois, tu vas me parler d'un projet, moi, j'y connais rien. Mais tu vas me dire, mais toi, avec tes connaissances, tu pourrais peut-être me faire ci, me faire ça, ou m'aider avec tel truc. Puis là, tu fais, ah ouais, j'y ai jamais pensé, en fait. Moi, je m'en allais faire 10 jours de travail pour un truc que toi, avec tes connaissances, on peut faire en 2 jours. Ah, OK, allons, tu vois. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant comme question, c'est qu'est-ce que nous, dans la communauté étudiante, tu sais,
on a tellement de personnes qui ont travaillé sur des trucs, des fois similaires, des fois pas similaires, qui ont été au précis, qui n'ont pas été au précis, puis qui peuvent se dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire dans un projet comme ça? J'ai pas vraiment de connaissances. Mais tu vois, juste le petit point, des fois, c'est la barrière du langage. Quelqu'un qui pourrait connaître le langage local, ah ben là, je pourrais vous aider avec certains autres trucs. Et quelqu'un qui a peut-être travaillé sur un projet similaire ailleurs peut dire, OK, ben selon le type de sol, peut-être que vous pourriez implémenter telle technologie que vous ne connaissez pas, puis des trucs, des fois, qui ont l'air insignifiants, là, mais qui ont, comme on disait, chacun la petite pierre à l'édifice jusqu'à ce que la cathédrale soit montée. Là. Et que ça soulève ce point-là. Mais c'est sûr qu'on va s'arranger pour que tes contacts restent avec l'épisode. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez et si vous êtes intéressé parce que Simon-Pierre vous a présenté par ce projet-là et que vous voulez aider une communauté, on va s'arranger pour mettre les informations nécessaires pour pouvoir le joindre et pour pouvoir faire avancer ce projet-là une étape à la fois, c'est sûr. Je trouve que c'est un projet qui est très, très louable, surtout sachant que c'est quelque chose qui avait déjà été commencé par la communauté locale, que vous vous êtes approprié en tant que aussi votre mission. C'est pas... c'est en dehors de le côté, oui, on veut réussir un projet, puis on veut partir quelque chose, etc. Mais c'est d'entreprendre des choses qui sont beaucoup plus complexes, des fois qui sont difficiles, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu, en tout cas pour ma vie personnelle, j'ai toujours eu un côté un peu plus difficile avec l'entrepreneuriat parce que ça comporte tellement de risques, ça comporte tellement de compréhension de choses et des fois d'apprentissage sur le tas, mais de voir que des fois, c'est une idée simple où on se dit, OK, on veut faire une étude de compréhension de est-ce que ça se fait. Puis de voir tout ce que ça apporte au côté humain, au côté technique, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Moi, comme je te dis depuis le début, je te tire mon chapeau. C'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que j'aurais la force et la rigueur de me dire, OK, du jour au lendemain, j'y vais. Mais c'est de voir que vous avez vraiment pris le temps, de vous êtes assis, vous avez fait votre travail avec une exactitude. Avec amour. Avec amour, beaucoup. Avec beaucoup de... Avec beaucoup de philosophie, puis vous n'êtes pas regardé, vous et vos résultats simples, en vous disant, OK, on va faire ce travail-là, on va avoir notre nom dans le rapport, c'est correct, on a fait ce qu'on avait à faire. On a fini le PFE. Exactement, on a fini le PFE, on a le bac, on a le jonc, c'est fini, tu vois. Mais c'est ce côté que tu disais, c'est le continu, puis c'est au fur et à mesure que j'évolue avec ISF que je me réalise que ça, mine de rien, il y a beaucoup de poids qui vient avec ce jonc-là. Il y a énormément de compréhension puis de choses que tu dois prendre en considération à chaque fois que tu te mets dans quelque chose, à chaque fois que tu veux accomplir une initiative. Puis ça ouvre les yeux beaucoup par rapport à que ce soit toutes les personnes qui ont passé à travers le groupe, mais aussi toutes les personnes que tu vois à l'ETS, que des fois tu te dis, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais ces gens-là aussi ont des idées, ces gens-là aussi ont des initiatives, des gens-là aussi travaillent sur des projets. Et ça aide aussi de se dire, OK, je suis pas le premier qui va le faire. Je vais peut-être frapper un mur, je vais peut-être pas frapper un mur. Je vais peut-être donner la petite étincelle qui va partir le feu, là. On sait jamais. Fait que ça va faire un pont aussi sur certains projets qu'on aura, comme je vous disais, dans le futur, qu'on vous reparlera. Mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes à ce niveau-là. Fait que c'est le fun. Je savais même pas que tu faisais tout ça, en fait. Je savais que tu étais parti pendant un bout de temps au PFE, mais je savais pas que c'était tout ça qui se passait, en fait. Parce que, tu vois, on avait des réunions de section et tout. De temps en temps, on lui écrivait, ouais, des fois, je peux être là, des fois, je peux pas trop être là. Des fois, les gars, en ce moment, je suis pas là. Dans ma tête, je me dis, OK, il fait ses trucs, whatever, tu vois. Je me dis pas que le gars est en train de faire... Non, mais tu vois... Il dort à 8 h, il se lève à 5 h. À 5 h du matin, dans un endroit complètement isolé de tout ce qui se passe à Montréal, tu vois. Et se dire, ouais, il est allé à fond et avec aucun regret. Et aujourd'hui... il revient, il grandit de tout ça. C'est très louable. C'est très, très, très louable. Si je pouvais, je t'applaudirais, mais je pense que ça va trop résonner dans le micro. mais en dehors de ça, comment, suite à ton retour, comment tu sens ce côté jongler un peu aussi, ce projet-là, tes autres projets personnels? Tu as peut-être d'autres projets aussi sur lesquels tu es en train de travailler, que tu as envie de mener. Et aussi, ton implication à l'intérieur de ISF Canada ou ISF à l'international en tant que tel. Comment tu trouves ce jonglage-là, si on veut? Je pense que ça, c'est la deuxième partie difficile une fois gradué. Ouais. C'est que, vient toutes les responsabilités en lien avec le travail. Justement, c'est un petit peu un blank slate, donc une page blanche quand tu finis l'école.
Il y a plusieurs trucs que tu veux faire, plusieurs trucs que tu dois faire aussi. Si tu as une copine, une femme, tu as des projets communs qui prennent de l'ampleur également, que ce soit une famille, que ce soit une maison. Donc, de jongler un petit peu tout ça, ça devient quasiment en fait, ça devient une question de temps. Il faut faire des choix. Puis en fait, je pense que c'est la partie la plus difficile pour moi. Ça doit. Peut-être pour tout le monde. Pour tout le monde. Puis je pense que c'est pas à négliger. Puis je pense que les gens doivent éventuellement faire des choix. Ouais, je pense que c'est la partie la plus difficile. Puis pour moi, c'est ça. C'est justement, parfois, je finis une journée de travail, je suis quand même assez épuisé. Je reviens à la maison, je me dis, la seule chose que j'ai envie, c'est de m'écraser. Ouais. Puis de l'autre côté, je me dis, là, ça fait une semaine que je n'ai pas travaillé sur le projet, je devrais l'avancer. Je ne gère pas quoi qui m'écrit, mon partenaire local en Tanzanie. Donc là, c'est tout ça. Je pense que la stabilité vient au fil du temps. Parce que quand tu sors de l'école, tu es encore très, très, très jeune, très, très vert, green, comme on dit. Je pense qu'au fil du temps, que tu deviens un peu plus confortable dans ton travail, malgré que tu progresses dans ton travail également aussi, tu as d'autres responsabilités. Mais je pense que cette stabilité-là t'amène un peu plus le temps pour faire les projets. Mais 100% qu'il y a des trucs qui vont s'écarter dans ta vie. Des trucs qui sont moins importants que tu vas mettre de côté. Je pense qu'à l'école, tu es très stimulé par tout ce que tu apprends, tout ce que tu côtoies, tu touches à tout. Je pense que ça se réduit beaucoup. Puis je pense qu'il faut que tu mettes... Ouais, c'est beaucoup du tien qu'il faut mettre pour pouvoir faire les deux, là. Donc, ouais, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose. Mais écoute, l'important, c'est que, selon moi, l'important, c'est que tu as gardé avec toi tout ce bagage-là et que tu continues au quotidien de faire ce que toi, tu as besoin de faire pour continuer d'avoir cet impact-là social, que ce soit localement comme à l'international. Puis, je pense que c'est un truc auquel on n'a pas la chance d'avoir ces conversations-là en cours de « Ah bon, sachez que votre vie ne s'arrête pas après le jonc, vous n'avez pas forcément le travail de rêve directement après votre diplôme, il y a encore du travail à faire, il y a encore des choses à vivre. » Puis, c'est bien de savoir que, tu vois, c'est encore stimulant, même passer le bac, en fait. Et si, pareil, je prends l'exemple, si quelqu'un te disait aujourd'hui, Monsieur Simon, j'aimerais qu'au quotidien, vous travaillez sur les projets pareils, au quotidien, et vous gagnez de l'argent par rapport à ça. 100%. Qu'est-ce que tu ferais? 100%. Je pense que c'était... tu laisserais ton boulot actuel, ta star. Je pense qu'en janvier 2023, au retour du projet, c'est tout ce que je cherchais. Ouais. Ah ouais. Je cherchais une manière de pouvoir faire ce projet-là à temps plein. Ouais. Juste assez pour vivre. Oui. Juste assez pour payer mon appartement. Ouais. Mais c'est ça le défi aussi de ce type de projet-là, c'est que c'est souvent dépendant de bénévolat et de mettre en place des ressources qui peuvent être payées à les exécuter. Tu vas réaliser des trucs incroyables. Je pense que c'est juste ça le défi. Mais je l'aurais fait 110%. Je pense que demain, je me lance. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est d'autant plus intéressant. Tu as dit tantôt que sur ton ordinateur, tu laisses allumer. C'est toujours pas loin. C'est pas loin. Toujours, j'ai un onglet, ça mène vers mes fichiers. J'ai toujours mon rapport ouvert qui roule un peu en background. Ouais. Je ferme mon ordinateur de temps en temps quand même. Là. Oh ouais, c'est quelques clics. C'est à quelques clics. Ouais. C'est accès à quelques clics. Dans ton bureau, petite astuce, dans ton bureau, si tu peux faire une image du projet, tu le colles dans ton bureau au travail, à la maison. Tu t'arranges à le voir matin, midi et soir. Juste ça. Fais-le tous les jours. Il est toujours là. Oui, fais tous les jours. Et je t'assure, même dans 1-2 ans, tu vas travailler dans ce que tu veux faire. Tu as dit que tu vas faire ça au quotidien, tout en gagnant de l'argent normalement. Pas en suivant, mais en gagnant ton argent normalement. C'est possible. C'est ce qu'on s'apprête à faire ici avec nous. C'est sûr. Mais ça vient avec le temps aussi. Ouais. C'est des choses que... Si tu y crois, ça va marcher. Ouais. Ça, je peux t'assurer. Moi, je connais des gens qui font ça, chaque jour, ça marche. Si tu crois à ton projet, tu continues à mettre de l'argent, tu penses à ça tous les jours que tu as créé, je pense que ça va marcher. Ouais, c'est pas aujourd'hui, mais ça va marcher. Ouais, c'est sûr, mais il faut se laisser le temps aussi. Il faut avoir cette patience-là. Comme tu dis, tu vois, c'est que c'est à la longue, ça finit à arriver, mais dès le début, il ne faut pas non plus se dire qu'on va fermer les yeux, demain, ça va arriver. Oui, mais c'est important de garder en tête cet objectif-là, c'est sûr. Les post-it, tu mets ça partout. Tu vois ça le matin. C'est ce que je fais chez moi. Si tu viens chez moi, tu vas voir ça, c'est collé en haut du téléviseur. Quand je fais quelque chose, rappels, tu vois. C'est collé partout. Ce que tu fais. C'est-à-dire, quand tu vois ça, tu n'as pas le temps, tu es occupé et tout, mais tu vois, à chaque fois quand tu vois, ça s'imprime dans l'esprit. Tous les jours. Après 1 an, après 2 ans, ça va arriver.
Ben, sur le même, pour rebondir sur son point, toi, Simon-Pierre, après ton expérience, Ouais. pas seulement avec ton PFE, mais aussi avec l'ISF et avec d'autres choses dans lesquelles tu as eu la chance de vivre, surtout parce que notre podcast est à la fois pour la communauté étudiante et les autres personnes à l'extérieur, des fois, qui ne connaissent pas le monde d'ISF ni le monde de l'ingénierie. Ça serait quoi pour toi, disons, des conseils ou des concepts sur lesquels tu aimerais ça que les gens s'attardent? Des choses que tu te dis, ça serait important qu'on en retienne. Si on devait retenir quelque chose de toute cette conversation-là, en dehors du beau projet sur lequel tu travailles, ça serait quoi pour toi les choses qui seraient importantes à passer au prochain? C'est une très bonne question. Tu sais, à la base, j'aurais envie de dire, tu sais, de développer sa conscience un peu sur nos impacts en tant qu'être humain. Je pense Ouais. que si on parle à la communauté d'ingénieurs, je pense que c'est super important. Mhm. Je pense qu'on a un travail qui doit être pris très au sérieux sur l'impact qu'on a tous les jours, que ce soit au Québec, que ce soit sur toi qui signes un papier, qui va se retrouver sur des infrastructures qui doivent être aux normes, qui doivent Mhm. littéralement être sécuritaires. Mais je pense que de se poser un petit peu plus la question sur quel poids j'ai dans la société et de réaliser que ce poids-là n'a pas besoin d'être grand. Parce Ouais. qu'on a un poids, même si tu fais qu'un engrenage, tu fais juste balayer dans la rue. Ouais. Je pense que se rappeler que toutes tes actions ont un impact dans la communauté, positif et négatif, je pense que c'est peut-être le truc qu'il faut en ressortir. Qu'à Hmm. tous les jours, tu fais des choix, à tous les jours, tu fais du plaidoyer vers quelque chose. Ouais, je pense que ça peut être beaucoup plus large qu'on pense. Fait que se rappeler que chaque matin, tu te réveilles, par tes actions, qu'elles soient vues ou non vues, tu as un impact dans la société. Puis si tu te rappelles de ça tous les jours, si tu mets des post-it de ça tous les jours, Ouais. je pense qu'au final, ton net va être positif puis ça va avoir un impact positif dans ta communauté. Wow, je pense que ça conclut bien. Ouais, merci. Merci Merci du beaucoup, fond du Simon cœur. Pierre. Merci. C'est moi qui vous remercie. Toujours beaucoup d'amour pour ISF, ISF. Ouais. ce que ça représente, puisqu'on est à l'ETS aussi. Ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir à la section. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Comme je vous ai dit, on va vous laisser les coordonnées de Simon-Pierre. Donc, si vous avez besoin de le contacter pour quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. C'était notre deuxième épisode de podcast. On remercie l'Exutoire de bien avoir voulu nous prêter leur espace et leur équipement. Merci beaucoup. Surtout qu'ils sont très gentils. Ouais, ils sont extrêmement gentils. Merci beaucoup à l'Exutoire. Puis, pour tout ce qui est des autres communautés de l'ETS, que ce soit à l'ETS comme à Poly ou dans n'importe quelle université, si jamais vous avez des projets que vous voulez discuter, vous avez des trucs que vous aimeriez ça discuter avec nous, que vous aimeriez ça amener, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de l'ISF. Nous sommes des gens très, très conviviaux et très, très ouverts. Donc, on a plein de trucs qu'on aimerait ça faire. On a plein de projets, comme vous voyez, des choses qui sont dédiées à ISF comme des choses qui sont dédiées personnellement. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez en discuter de venir nous voir. Puis, merci à vous deux, messieurs. Ouais, merci Simon. Un gros merci à vous deux. Puis, à la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Bye bye.